Pauvreté me pousse dans le bois à m'en aller, du fond de l'hiver jusqu'au creux des camps gelés. Je me suis engagé sans trop y penser pour gagner ma vie. Bonjour les amis et bienvenue à cet 8e épisode de mon balado Origine boréale. Donc aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous parler de quelque chose de plus personnel. Puis après ça, on va continuer sur cette série des chantiers d'hier à aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous mentionner puis vous dire que j'ai un trouble de langage. Donc, quand je parle, il m'arrive de me tromper. Vous avez sûrement aperçu tout ça. Il y a des mots qui m'échappent parfois. Des fois, je veux le dire, puis je cherche le mot, puis le mot n'est pas là. Puis des fois, je trouve pas le bon mot. Puis des fois, mon cerveau va aller chercher un mot semblable, puis c'est même pas le mot que je voulais dire, puis il est juste sorti comme ça. Il m'arrive de mal prononcer aussi, mélanger, comme j'ai dit, mélanger mes mots, puis faire des erreurs. Donc, ça fait partie de qui je suis. C'est pas à cause que je connais pas le français, c'est pas à cause que dû d'un manque d'éducation, pantoute, ça a toujours fait partie de ma vie. Et puis, ça a souvent, tout le long de ma vie, j'ai été souvent jugé là-dessus, surtout de ma façon de parler, sur ma façon de m'exprimer. Mais malgré ça, certaines personnes aiment la façon que je raconte. Même si je fais des erreurs, les gens adorent la façon que je communique et je parle. Et aujourd'hui, je choisis de continuer puis de ne pas me laisser de, de, de me limiter avec ce problème que j'ai depuis ma naissance. Donc, avec force et avec mes difficultés, je continue. Donc, je veux envoyer aussi un message pour ceux qui écoutent, qui ont aussi cette difficulté-là, puis ils sont aussi souvent jugés, de continuer. Et puis, continuer à trouver tes mots, ta façon de t'exprimer, de persévérer, mais surtout d'avoir de la résilience. Et les erreurs me définissent et aussi me donnent des valeurs personnelles. Donc, mais ça ne veut pas dire que tu es une personne moins qu'un autre, surtout si on a un trouble de langage ou une difficulté ou un trouble d'apprentissage. Il ne faut pas avoir peur de ça, il faut persévérer et avoir de la résilience. Maintenant, là, vous savez, là, je ne vous cache pas ça. Donc, si vous voyez, je fais des erreurs, c'est pas comme j'ai expliqué là. Il y a une raison derrière tout ça. Et j'utilise maintenant d'autres outils, j'utilise la technologie pour m'aider. Il y a plein de choses là, que j'essaie de trouver une façon pour que ça soit plus facile pour moi et pour vous, et que ça soit plus agréable. Donc, j'essaie aujourd'hui un format différent. On va voir si ça va fonctionner. On se croise les doigts. Mais c'est ça, il faut aussi trouver des trucs. Et puis, je suis une personne toujours ouverte envers la technologie, envers toutes les ressources possibles qui peuvent être disponibles. J'essaie, puis je vois qu'est-ce qui fonctionne, ne fonctionne pas pour moi. Puis, c'est un peu la même chose avec tous les gens qui vivent la même situation que moi ou semblable. Donc, on va continuer maintenant. On va continuer dans les chantiers d'hier à aujourd'hui. Je vous ai parlé dans le dernier épisode que je vais vous parler de salaire et de tout ça, toute la question sociale derrière la vie du bûcheron et de tous les gens qui étaient embauchés dans cette industrie-là. Donc, c'est une histoire de courage. C'est des gens, moi je veux vraiment vous parler là, des gens ordinaires qui ont bâti notre pays, hein? Qui ont construit, qui étaient la colonne vertébrale de qu'est-ce qu'on est devenu en tant que Québec, en tant que pays en Amérique du Nord, avec le Canada, tout ça. Tu sais, c'est important, là. Pour moi, c'est ces gens-là, les gens ordinaires. Puis moi, ça fait partie de ma famille, la vie de bûcheron, tout ça. Donc, pour moi, c'est important de parler de mes ancêtres. Donc, ça explique un peu les valeurs qu'on maintient aujourd'hui, même de génération en génération, dans une famille, ou la manière de penser, la manière d'agir aussi, vient de ce bagage historique de famille et de tradition et de culture. Donc, ça nous touche, ça fait partie de nous. Donc, vous allez prendre un petit moment de respirer, puis là, on se lance. Et voilà. Donc, on va parler encore entre 1830 à 1846. On parle du Bas-Canada.
de 1830 à 1846, c'est l'empire de Philemon Wright dans l'Outaouais et une partie du Pontiac, dont la rivière Picanoc, la vallée de la rivière Picanoc, la Gatineau, la rivière des Outaouais jusqu'à Onslow, donc Couillon. Donc, c'est ça, l'Empire, puis tout ça. On a parlé dans le dernier épisode combien de chantiers de bûcherons qu'il y avait en moyenne, combien d'hommes. Là, on va aller vraiment plus en détail dans le salaire aujourd'hui. Donc, un ouvrier non qualifié gagnait environ 3 à 4 livres par mois. À l'époque, on payait pas, il n'y avait pas d'argent canadien, c'était c'était britannique. Donc, c'est pounds, 3 to 4 pounds a month. Donc, c'est important de le mentionner, c'est que je vais faire les différences aussi dans les salaires. Un ouvrier non qualifié, c'est de 3 à 4 livres par mois. On payait en livres, pounds and shillings à cette époque-là. Ce qui vaut aujourd'hui, ça c'est par mois, 3 à 4 livres par mois, ça équivaut à 800 à 1200 par mois aujourd'hui. Si ça serait en valeur aujourd'hui, ce serait ça que les bûcherons et les gens de l'industrie, les bûcherons pas mal, gagneraient dans l'année, par mois, excusez. Donc, un ouvrier qualifié pouvait gagner, un ouvrier qualifié, c'est ça, pouvait gagner environ le double. Donc, on va aller voir tout ça, là. Mais avec le salaire, la vie restait très difficile. Même avec ce salaire-là, c'était difficile. Donc, on va aller aussi en profondeur là-dessus à fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode. D'abord, le travail n'était pas stable. Okay? Le travail à cette époque-là n'était pas stable. En hiver surtout, parce que les ports et les grands chantiers de construction fermaient. Quand je parle des grands chantiers de construction, n'oubliez pas, on est une nouvelle colonie. On est en train de construire des canaux pour la navigation. On est en train de construire de nouvelles structures, d'infrastructures. On est encore tout jeune, on est encore une colonie. Donc, même si c'était le bas et le Haut-Canada, c'est en développement. Puis, souvent, ça fermait pendant l'hiver, fait que beaucoup de gens se trouvaient sans revenus pendant l'hiver. Aussi, il y en a qui travaillaient pour les agriculteurs comme aide de ferme, aider les fermiers, tout ça, les agriculteurs, les cultivateurs. Ça fait du banc du quêteux. Donc, le banc du quêteux, c'était ça, c'était à cette époque-là, c'est que les gens se promenaient de travail à travers, de ferme en ferme aussi. Puis, il y avait le fameux banc du quêteux. Donc, juste pour vous mentionner ça, mon grand-oncle Daniel en avait un. Donc, c'est pas mal génial de voir. On mettait ça toujours devant la porte de rentrée, où si on avait quelqu'un qu'on embauchait qui dormait là, il dormait dans ce lit-là. C'est comme un banc qui s'ouvre en lit. Donc, d'abord, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment de revenus pendant l'hiver pour la majorité des gens qui travaillaient dans les chantiers en général. Je ne parle pas des chantiers de bûcherons ici, je parle de la vie en général. Donc, en hiver, les revenus n'étaient pas stables. Ensuite, il faut comprendre que dans le Bas-Canada, c'était pauvre, OK? Beaucoup plus pauvre que le Haut-Canada, puis surtout les États-Unis. Les conditions de vie étaient vraiment dures. Donc, les familles vivaient entassées. Si on pense des zones urbaines, c'était un peu comme à l'Europe. Hein? À cette époque-là, les familles vivaient entassées. Ici, ils étaient entassés. Si on a une image, ce serait les quartiers comme Saint-Roch puis Griffintown à Montréal, où ce que la pauvreté était présente et on s'empilait souvent, il pouvait avoir une ou deux familles dans le même espace de vie. On l'a vécu aussi dans le Pontiac, je vais vous en parler à un moment donné plus tard dans d'autres épisodes. La nourriture manquait souvent. La maladie était fréquente. Puis pour poursuivre, pour pouvoir survivre souvent, les femmes et les enfants devaient aller aussi travailler souvent dans des petites manufactures, comme des servantes, comme des bonnes femmes. Et puis les enfants aussi, souvent, c'était de l'âge de 10 ans à 12 ans, 13 ans. C'était une pratique courante, surtout dans les zones urbaines. Que l'on trouvait également des enfants. C'est pour ça qu'on trouve également des enfants dans les chantiers de bûcherons. Je vous ai déjà parlé, j'ai vu des photos des enfants
avec les photos d'hommes, il y a des enfants devant. Puis ces enfants-là étaient embauchés comme aide au chantier, aide au camp de bûcheron. Donc, aider le cuisinier, le cook, rentrer le bois de poêle, fendre du bois, tout le petit travail pour le maintien du camp de bûcheron, c'était l'aide bûcheron. Mon père a été déjà jeune aussi. Il a été cookie, aide cuisinier. Fait que c'est un peu la même idée. Donc, il a commencé sa vie, le travail dans le chantier à bas âge comme cookie. Une fois qu'il avait sa 9e année, il est parti dans le chantier. Il était un peu plus vieux, mais pareil, c'est le même concept. Il y avait des enfants en bas d'âge dans les chantiers et même sur le marché du travail dans les zones urbaines. Le salaire des camps de bûcherons. Là, on s'en vient à ça. Donc, le travail dans les chantiers débute dans les 1830. On avait déjà des bûcherons, mais l'industrie comme telle commence en général en 1830, partout au Bas-Canada et aussi au Canada, mais ici dans le Bas-Canada on parle de 1830, où ce que Philemon Wright a commencé exactement quand l'industrie forestière a vraiment été lancée, puis comme on a déjà mentionné, c'est vraiment dû à la guerre napoléonienne et tout ça. Donc, il faut retourner à cette idée-là. Les bûcherons travaillaient environ 6 mois. À un moment donné, plus tard, ils vont travailler seulement quelques mois, mais au début, c'était vraiment ça, c'était 6 mois au chantier. Ils étaient logés, ils étaient nourris. Comme j'ai dit, ils mangeaient, puis ça contrôlait il y avait des ratios. Tout le monde avait une quantité égale à manger, puis c'était vraiment calculé parce que c'était plus facile à maintenir les camps, puis s'assurer que tout le monde mangeait en même temps, mais aussi les coûts de frais qui liaient à ça. On contrôlait tout ça. Ça faisait partie de leur salaire. Donc, loger, nourrir faisait partie de leur salaire. Puis n'oubliez pas, loger, hein? Je vous ai parlé dans le dernier épisode, comment est-ce qu'il était logé. C'était pas le luxe. Pas du tout. Donc, le bûcheron, lui, il coupe les arbres dans les chantiers, il travaille dur, il gagne environ 2 à 3 livres par mois, 2 à 3 pounds par mois. Ça pourrait varier de 2, 2,50, 3. Très rare que ça allait plus haut que 3 livres par mois. Puis n'oubliez pas, il n'était pas payé par mois, il était payé au bout de son contrat. C'est même que ça fonctionnait. Donc imaginez-vous, si vous quittez pour les chantiers, et puis vous laissez vos familles en bas du fleuve, dans les cantons et dans les seigneuries, vous en venez ici pour le travail, vous avez signé un contrat, votre famille reçoit pas d'argent là. Donc, au début, c'était ça. Fait que tu partais, tu faisais payer à la fin. Fait que tu t'assures que tu avais de quoi à survenir aux besoins de ta famille avant de te rendre dans les chantiers. Donc, le salaire, ça, c'est le bûcheron. Au niveau de la drave, donc, c'est au printemps, quand la neige fond, le travail change. OK? Donc, c'est pas tous les bûcherons qui devenaient draveurs. Les bûcherons, une fois que le travail était terminé, les glaces, ils partaient, puis ils partaient en même temps que la drave, et ils se rendaient. Ou s'ils voulaient se faire un petit peu plus d'argent, ils pouvaient continuer sur la drave. Et puis, faut faire la distinction. Le draveur, c'est pas le draftman. Ça, c'est deux travails différents. Parce que le draftman, c'est un travail spécialisé. Allez voir, je vais en parler. Donc, ces hommes, eh oui, marchent les bio, coursent les bio, poussent les bio, débloquent les embâcles. C'était le gros travail à partir des chantiers jusque ici dans l'Outaouais, jusqu'au canton de Hull de Philemon Wright, dans ses moulins et dans ses chantiers aussi de décoreurs, pour ceux qui faisaient les bio en carré, pour les raftman, pour les cages. Donc, c'est ça, eux autres, c'était un travail qui était dangereux. Le raftman était dangereux aussi, mais ce travail-là est encore beaucoup plus dangereux. On parle de bûcheron, draveur, c'est ça. C'est pas des emplois faciles, vraiment dangereux, puis on risquait beaucoup. Donc, l'eau froide, le courant fort à certains endroits, des rapides, où ce que l'erreur de jugement, puis une chute, ça pouvait amener à ta noyade. Ça, c'est la drave, OK? Donc, le draveur, dû au risque, pouvait gagner entre encore 2 livres à 4 livres par mois. Donc, 2 livres, c'est
disons que tu étais un débutant, là, tu t'apprenais le métier de draveur, fait que tu gagnais en moyenne 2 livres par mois. Donc, ça n'a pas vraiment changé ton salaire à partir de pas grand-chose comparé quand tu étais au camp de bûcheron. Quand tu étais bûcheron, puis là, tu sautes dans la drave, tu étais débutant, c'est ça que tu gagnais. Puis, dépendant, c'est à quoi ta tâche aussi dans ton travail de draveur. Donc, ça commence à 2 livres et demi, un petit peu plus, 3 jusqu'à 4 livres. Donc, plus expérimenté que tu étais, plus que ça faisait plusieurs fois que tu venais sur la drave, tu participais à la drave, plus ton salaire augmentait un peu. Donc, 2 à 4 livres qui était le salaire du draveur pendant la période de drave. Donc, si on parle de Raffman, eux autres, ben oui, eux autres, c'était un travail beaucoup plus spécialisé. Donc, ils conduisaient les radeaux jusqu'à Québec. Donc, il fallait qu'ils connaissent la rivière, il fallait qu'ils connaissent à naviguer les courants, les rapides. Il y avait aussi, à un moment donné, on avait créé des glissoires à cage, donc ça facilitait le transport des cages écarrées, de bois écarré. Il y a une petite anecdote que j'ai trouvée faisant mes recherches. Monsieur Wright a eu un petit coup de pouce avec le responsable de la construction du canal Rideau, Colonel Bay. Hein? Donc, Colonel Bay, il a aidé à construire et financer les glissoires. Donc, il y a c'est une entente. Puis ces deux hommes se connaissaient. Donc, puis M. Bay était pas mal impressionné de M. Wright, dû à son héritage militaire, lui aussi. Et puis, tout ce qu'il avait fait à date dans sa colonie, puis dans l'industrie forestière, comment est-ce qu'il a tout développé ça. Monsieur Colonel Bay était pas mal impressionné de tout ça. Fait que, une fois, parce que j'ai l'impression que le bois qui venait à aider à la construction du canal Rideau, mais c'est Philemon Wright qui aidait aussi. Donc, il y a eu un échange, puis Colonel Bay a pu aider à financer les glissoires pour sauter certaines grandes rapides de la rivière du Outaouais. Donc, le Raffman, celui qui s'occupait des radeaux, gagnait vraiment un plus beau salaire que dans toute la lignée de l'industrie forestière de Philemon Wright. C'était des professionnels, c'était des gens spécialisés, comme je dis. Ils gagnaient parfois entre 10 à 15 livres. OK? Mais pas par mois, pour le voyage. Donc, est-ce qu'ils gagnaient un peu plus? Parce que les autres, c'est par mois, les autres, c'est par voyage. Que le voyage pourrait durer plus qu'un mois. Donc, et aussi les écarisseurs, eux autres aussi gagnaient 10 à 15 livres. Mais eux autres, c'était du travail constant parce que il fallait qu'ils écarissent les logs, les mettre en cage et les préparer pour le train de cage de bois pour qu'ils se rendent à Québec. Donc, c'est ça les salaires à l'époque de Philemon Wright, c'était ça. Là, quand tu y penses, ben, regarde, c'est quand même un bon salaire, mais non. Je veux dire, on va aller plus en détail maintenant. Qu'est-ce que ça voulait dire au niveau de finances, famille, survie en tant qu'en vie en général. Donc, le bûcheron gagnait, on va faire un petit retour là-dessus, 2 à 3 livres par mois. Le simple draveur gagnait 2,5 à 4 livres. Le Raffman, lui, gagnait 10 à 15 livres. En plus, ceux qui écarissaient le bois gagnaient la même chose à peu près. Donc, je me suis informé dans le dernier épisode, je voulais savoir si les écarreurs devenaient des Raffman. Non, parce que c'était un travail bien proche à temps plein. Donc, c'était important que tu restes parce que c'est un travail spécialisé, puis c'est des gens qui étaient recrutés par Philemon Wright, puis souvent c'était majoritairement des Américains. Donc, déjà là, j'ai fait une petite recherche, puis il semblerait qu'ils n'ont pas fait la flotte des cages jusqu'à Québec. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de vie? C'est qu'ils vivaient encore dans la pauvreté. Donc, même s'il y avait un salaire, la pauvreté était là. D'abord, il n'y avait aucune sécurité d'emploi. Okay? Si tu te faisais mal, s'il y avait des choses comme ça, tu n'avais pas de sécurité. Il y avait vraiment de l'insécurité saisonnière. Donc,
Puis, il y avait trop de monde, pas assez de jobs. Donc, la compétition venait féroce. On va en parler aussi dans l'industrie, dans l'Outaouais, avec les fameux Shiners et puis Joe Mafferrand. On s'en va là à un moment donné. Donc, c'est important de parler qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient d'emploi. Il n'y avait pas assez de jobs. Dans la colonie du Bas-Saint-Laurent, dans le Bas-Canada, c'est appelé à craquer. Donc, la vie était difficile. Le salaire n'était pas jamais garanti non plus. Comme j'ai dit, c'était pas vraiment garanti. Si tu décidais de quitter ou de changer, ton salaire pouvait changer facilement là-dedans, sans oublier les règlements et dans les chantiers, comment que tu pouvais te faire couper ton salaire aussi. Il y avait des frais. On va aller avec les frais là, aussi dans le prochain épisode. Là. Dans les prochains épisodes, les frais que les bûcherons devaient payer. On se trouvait une façon de profiter aussi de nos employés. Donc, la colonie, les porcs fermaient pendant l'hiver. Dans la colonie, la vie était difficile. Sans épargne, les familles tombaient dans la pauvreté extrême. Donc, disons, là, tu partais, tu dis, OK, j'ai un petit peu d'argent, tu dis à ton épouse, puis tu gardes, tu t'occupes du foyer, vous vivez 2-3 familles ensemble, vous allez pouvoir vous aider. Je vous donne un petit peu d'argent, moi je m'en vais au chantier, je reviens, puis je vais vous apporter de l'argent au bout de la run, au bout du contrat. Mais pendant ce temps-là, c'est ça, il fallait qu'ils vivent avec leurs propres moyens, surtout les familles et les enfants, les épouses qui restaient en arrière. Si tu étais un célibataire, un jeune homme, ben, tu sais, cet argent-là, tu retournais, puis tu retournais en bas du fleuve, puis si tu étais chanceux, tu te faisais embaucher dans les autres chantiers de construction, dans les chantiers de colonies, puis tu pouvais te faire embaucher comme aide fermier, agriculteur. Donc, tu avais cette possibilité-là, mais quand tu avais une famille, c'est autre chose. Comme j'ai dit, le salaire était beaucoup moins élevé. Les terres agricoles étaient petites, surpeuplées, c'est ça que je disais, c'est de faire le lien. Moins de productif, il était moins productif comparé aux terres du Haut-Canada. Beaucoup de paysans allaient vers les villes, donc Montréal, Québec. Les hommes allaient au chantier de bûcheron pendant l'hiver. Donc, imaginez-vous, il y avait peut-être, quand Philemon Wright faisait le recrutement, j'ai l'impression que c'était pas mal facile de recruter des immigrants et des Canadiens français à l'époque parce que c'est eux qui cherchaient le travail, les nouveaux arrivants. Et les Canadiens français qui étaient entassés sur les terres trop peuplées. Donc si on pense à ça, il y a l'absence de protection sociale. Aucune protection sociale. Okay? Pas d'assurance chômage, pas de soins de santé gratuits, il n'y avait pas de ça. Aucune pension, zéro. Donc, si ton mari se noyait sur la drave, et là, c'était fini. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait dans la famille et tout ça. Fait que il y a une autre partie de l'histoire des chantiers, c'est ça. Fait que qu'on connaît un peu moins, mais ça faisait partie de la réalité des chantiers. Puis le coût de la survie, pas de la vie, on parlait de survie, était très haut. On chauffait à bois, ça coûtait cher chauffer à bois, au charbon aussi, si tu étais riche, tu pouvais te permettre du charbon, mais c'était à bois, dans les foyers. On mangeait la famille que tu laissais en arrière, la famille en ville, la classe ouvrière à cette époque-là, au bas du Canada, qu'est-ce qui était essentiel à la survie? La farine, le sucre, le lard salé, les fèves, quelques légumes, des légumes qui se permettent de se préserver un peu naturellement pendant l'hiver, c'était le chou, les carottes, les oignons, les navets, le strict minimum. Donc, puis le pois, les fèves et les pois. Okay? Donc, c'était vraiment ça, la base de la nourriture des gens qui vivaient dans le bas du fleuve, dans le Bas-Canada. Et c'est s'assurer que quand le bûcheron, le père de la famille, quittait pour les chantiers, il fallait qu'il y ait des choses à survivre et c'est ça c'était ça la base alimentaire. Tu sais. Le guide canadien de nutrition, là, ouais, c'est ça. Okay? Donc, une fois l'argent dépensé,
il n'y a pas d'extra, là. Tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui, hein. Des fois, là, on se demande des fois, surtout avec le taux de vie maintenant est très élevé. Je pense que même la classe moyenne a souvent la difficulté à venir au bout de ses besoins. Et je ne peux pas m'imaginer les familles monoparentales et tout ça. Fait que je fais juste glisser ça, je pense à vous autres, OK? Les familles, tout ça, que les revenus, à bas revenus, ça doit être beaucoup difficile, même qu'on en parle partout dans les médias. Donc, aujourd'hui, à cette époque-là, est-ce qu'on va répéter l'histoire? Je n'ai aucune idée, mais c'est juste pour montrer que notre vie n'a pas vraiment changé. On a autant les mêmes stress qu'à l'époque, mais à l'époque, je pense que c'était beaucoup plus difficile parce qu'on pouvait mourir de famine, tu sais, au besoin. Donc, c'est important. Donc, quand on regarde tout ça, quand on regarde la vie, le salaire et tout ça, est-ce que faut continuer à romantiser comme qu'on fait cette période de l'histoire dans l'Outaouais? Tu sais, est-ce qu'on peut parler juste, tu sais, est-ce qu'on peut parler de la vérité derrière ces gens-là, la colonne vertébrale de l'industrie et de l'empire de Philemon Wright? Ceux qui étaient là, la colonne vertébrale pour son empire, puis sa richesse et tout ça. Donc, est-ce qu'on doit romantiser Philemon Wright? Est-ce qu'on doit le traiter comme un héros? Moi, je suis un peu genre perplexe là-dessus. Je ne le traiterai pas comme un héros. Je le traiterai, je le dis encore, là. Je le vois plutôt comme un exploitateur, comme dans tout régime colonial à l'époque. Okay? Si on pense même à ce qui se passait dans les régions de canne à sucre, dans l'Afrique, tout ça, c'était l'époque où on profitait de la main-d'œuvre à bon marché. On profitait des ressources naturelles, on manipulait pour s'enrichir. On a développé. Oui, il a développé. Il ne faut pas s'en cacher. Il a fait en sorte que c'est ça qui est à la base, qui a construit la région. Héros, peut-être moins, parce que aussi on a vu comment est-ce qu'il a installé un régime pas mal rigide dans les camps de bûcherons, et comment on gérait les hommes et tout ça. Mais c'est une époque, c'est l'époque coloniale. Il ne faut pas oublier, il y a aussi dans certaines régions dans le monde, l'esclavage existait. On a juste à regarder vers les États-Unis à cette époque-là. Okay? Donc, les classes sociales existaient, la pauvreté, la discrimination, tout ça il était là. Il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, est-ce que, comme je dis, est-ce que Philemon Wright était un héros? Pas à mon avis, mais il est un personnage marquant dans l'histoire de l'Outaouais qui a fait en sorte que l'Outaouais s'est développé et le Pontiac s'est développé de la façon que ça s'est développé. Donc, et voilà, je ne ferai pas un plus grand discours que ça, mais c'est comme ça que je le vois, parce que il faut vraiment parler de vérité, de réalité. Donc, Philemon Wright, comme tant d'autres comme lui dans le Bas-Canada, c'est des grands exploitateurs. C'est des colonialistes, c'est des gens qui profitaient du système colonial pour s'enrichir et faire ce qu'ils voulaient faire. Là. Donc, dans cette domination, comme j'ai dit, il y avait de l'injustice. Il ne faut pas s'en cacher. Ce qui a même amené à la rébellion du Bas-Canada. Okay? Si on voit tout, c'est la même époque. N'oubliez pas, il était député indépendant. Il a voté contre les 92 résolutions. Fait que ça, tout de suite, on nous donne l'idée comment ce qui se percevait dans la colonie. C'est un Américain. Puis moi, j'en parle souvent, j'ai dit, il est américain, mais je pense, il a fait allégeance à la couronne britannique, mais je pense qu'il avait toujours un cœur américain. Imaginez-vous, il était en situation précaire au Massachusetts, il ne pouvait pas agrandir sa ferme, puis la, la tradition familiale au niveau de l'agriculture, il s'est viré vers le Canada, il a dû faire une allégeance à la couronne britannique, mais parce qu'il ne faut pas oublier, il s'est aussi battu pour l'indépendance américaine. Il a même monté les échelons dans l'armée américaine continentale. Donc, je pense pas du jour au lendemain que tu deviens sujet britannique. Tu fais juste avaler un peu de ta fierté, puis tu dis, je peux dire que ce soit, mais dans mon cœur profond, je peux m'identifier comme que je veux, puis il n'y a personne qui peut changer ça. Puis je peux faire des allégeances comme que je veux, mais au fond, au cœur de mes ambitions. Il ne faut pas oublier les États-Unis et les colonies au Canada, le Bas et le Haut-Canada.
c'était un régime mercantilisme pur, OK? Pur. Donc, c'était le profit, c'était l'avancement, c'était dominé, c'était très agressif. C'était un régime très agressif économiquement. Et c'était comme le système bulldozer, là, tu sais, puis c'est ça. Fait que lui, je pense que ce qu'il a fait, il a amené son rêve américain en Outaouais. C'est ça que je crois. C'est un Américain, il a toujours été Américain, puis son attitude, on le voit un peu plus à l'américain, la manière qu'il fonctionnait aussi, mais aussi colonialiste. Okay? Il y a ce côté-là que je maintiens au niveau de ma perspective de Philemon Wright. Alors, ici, je vous raconte l'histoire, pas pour glorifier, mais de parler de ces gens-là. Que ce soit Philemon Wright et que les bûcherons et les gens de la société. Je veux surtout parler de mes ancêtres. Puis c'est ça qui est important pour moi de ce balado, parler du Pontiac. Donc, apporter une perspective différente que de glorifier l'histoire de l'industrie forestière dans le Pontiac, puis tout ça. Non, il faut voir les choses à leur juste, à qu'est-ce que ça vaut comme histoire. Et puis, de là, les gens peuvent interpréter comme qu'ils veulent, mais c'est important de parler de cette histoire de cette façon-là. Donc, la vie de nos ancêtres, leur courage, leur souffrance dans le contexte qu'ils vivaient. Il y a des injustices, oui, ils l'ont subi. C'était pas juste une injustice directe de personne à personne, mais une injustice sociale. Ça vivait à cette époque-là. Okay? Donc, on a parlé de la pauvreté, tout ça. Donc, et voilà, je vous ai parlé de salaire, je vous ai parlé de mode de vie, style de vie de cette époque-là, de 1830 à 1846. Pourquoi 46? C'est la fin de l'empire de Philemon Wright, c'est les barons qui arrivent en Outaouais, c'est la colonisation en 1840 qui débute aussi dans le Pontiac. Donc, on s'en va pas dans la colonisation, on va continuer vers la colonisation au niveau de l'industrie forestière. Donc, dans la prochaine épisode, je vais vous parler du territoire. Donc, je vais vous parler des Algonquins, les vrais habitants de la région avant l'arrivée de Philemon Wright. Okay? On va parler de son attitude coloniale qui accompagnait l'expansion de ce qu'il voulait faire, parce que le territoire n'a pas été cédé par les Algonquins. Il a été pris, volé. Okay? Donc, on va aller voir comment est-ce que le gouvernement du Bas-Canada, les gouverneurs et Philemon Wright se sont pris au territoire comme si c'était eux autres. Okay? Puis comment ils ont tassé les Algonquins? Comment est-ce qu'ils ont manipulé? Comment est-ce qu'ils ont pu prendre le territoire sans de traité? Hein? Sans que les Algonquins cèdent le territoire. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Et on va aller voir aussi comment est-ce que les Algonquins ont réagi. Hein? Pensez-vous qu'ils ont été restés là, assis à rien faire? Oh, ben, ils arrivent sur le territoire, on va se tasser. On va aller voir comment ces Algonquins vivaient avec l'arrivée de l'expansionnisme colonial, avec l'arrivée de Philemon Wright, et aussi, on va continuer avec des notions comme ça pour le Pontiac, parce que ça s'est produit aussi dans le Pontiac et dans le Haut-Pontiac. C'est là, les choses sont écrites. J'invente pas rien, je fais beaucoup de recherches. Donc, c'est important de parler qu'il y a eu un croisé entre Philemon Wright et les Algonquins. Il y a eu des tensions. Le clergé a dû intervenir. Il y a eu des choses qui s'est passées. Le territoire n'a pas été cédé. C'est ça qui m'achale parce que souvent on voit ça à l'université, choses comme ça. Nous sommes dans le territoire non cédé des Algonquins. Même au niveau politique, les politiciens vont dire, les municipalités, c'est des mots vides parce que ces gens-là ne connaissent pas cette histoire-là. Comment est-ce que le territoire a été pris? Puis si on vient à connaître comment le territoire a été volé, ben on vient comprendre que ce mot-là, non cédé, c'est pas des mots vides. Puis il faut faire des gestes réparateurs aujourd'hui. Le geste réparateur, c'est de parler de cette histoire-là, de dire qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la nation algonquine sur le territoire. D'être ouvert, pas s'inventer des raisons, là, directement se dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis comment est-ce qu'on peut maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, comment bâtir et développer de nouvelles relations avec la nation algonquine. Quand on parle de l'industrie forestière, elle est encore là. Il y a encore des chicanes au niveau de l'industrie forestière, au niveau des Premières Nations.
On parle du développement économique, il y a encore des conflits, les mines, tout ça, le territoire, l'accès au territoire. Fait qu'il y a encore des problèmes. Fait que quand on dit on est dans un territoire non cédé, c'est des mots vides. Pour moi, c'est des mots vides parce que on ne comprend pas tout ce concept-là derrière en disant ces mots-là. Puis c'est des mots gratuits. Puis je pense de plus en plus, le peuple algonquin, c'est aussi des mots vides, parce qu'on le voit là. Il y a du travail qui se fait, je nie pas ça, mais il y a encore énormément de travail, mais aussi c'est notre attitude de changer envers toute notre histoire et d'arrêter de glorifier puis de donner des raisons pour qu'est-ce qui s'est passé. Il faut arrêter ça. Donc, dans les prochains épisodes, on s'en va là, on s'en va sur le territoire, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Algonquins. Et après ça, on va continuer, on va laisser en arrière Philemon Wright et on va s'en aller dans les Barons, dans le Pontiac et les compagnies forestières. On va un autre personnage qu'on ne peut pas éviter, c'est M. George Bryson. Donc, vous allez voir, il y a aussi un lien familial, il y a un lien avec la famille Wright. Donc, on va continuer. J'espère que vous avez aimé ça. Comme j'ai dit, mon but, c'est de m'améliorer dans mes balados, de continuer de trouver des trucs pour que ça soit plus facile. Et puis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous souhaite une bonne continuité jusqu'à la prochaine, les amis. Salut! Me faire attacher, mais la loyauté qu'on veut, c'est de la corde autour du cou. La vie de chantier, c'est l'enfer, je le sais bien trop. Fait que j'avale ma fierté.